Bonsoir, bienvenue dans votre émission Déo et Débat. Ce soir avec une émission spéciale crise en Ukraine avec trois questions. Jusqu'où Vladimir Poutine ira-t-il et que cherche-t-il? Diplomatie, pourquoi l'Europe est inaudible à ce point? Et la dernière, onde de choc économique, quelles seront les conséquences sur nos foyers? Avec nous, autour du plateau, Patricia Lalonde, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes présidente de Géopragma. Alors c'est un think tank. Oui, c'est un think tank qui existe depuis 3 ans. Je suis pour le moment présidente de ce think tank et on essaye de faire de la géopolitique pragmatique et réaliste et non pas idéologique. On va essayer d'en faire de la pragmatique. Très bien. Et vous êtes également ancienne députée européenne. Voilà. Merci à vous. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Vous êtes président de l'IPSE. Un autre think tank, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bienvenue à vous. On est complémentaires du think tank de ma collègue Patricia. Très bien, j'espère que vous allez éclairer nos téléspectateurs sur la situation. Il le faut. Christophe Fro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum. Oui. On doit rappeler, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h. Absolument. Très bien, et vous traitez également de l'actualité sur les ondes FM, avec le DAB aujourd'hui et via l'application, on peut vous écouter à travers le monde entier. Exactement. Très bien, bienvenue à vous. Merci. Tout de suite sur le premier sujet, jusqu'où ira Vladimir Poutine et que cherche-t-il? Avant de débattre, je vous propose de regarder la vidéo. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Alors, Václav Havel, président de la République tchèque de 93 à 2000, disait de la Russie ne sait pas vraiment où elle commence ni où elle finit. Dans l'histoire, la Russie s'est étendue et rétractée. Emmanuel Dupuis, aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine, est-ce qu'il n'est pas le nouveau tsar? Est-ce qu'il ne se prendrait pas pour Nicolas III aujourd'hui? En tout cas, c'est ce qui pourrait ressortir de son long entretien avec la population russe, puisque vous avez mentionné une partie de son laïus explicatif, près de 56 minutes, où il explique historiquement, selon sa propre vision, un peu réécrite, si vous m'autorisez de l'indiquer, la raison précisément pour laquelle la Russie se sent flouée par la communauté internationale, en l'occurrence l'Occident, et la raison pour laquelle la Russie légitime cette opération militaire spéciale, cette poliment dit, diplomatiquement présentée. En fait, c'est une invasion, hein, au sens propre du terme, avec peut-être une forme de sidération, car beaucoup d'experts pensaient que le président Vladimir Poutine allait soutenir les deux républiques autoproclamées dont il a été question, celle de Lugansk et celle de Donetsk, mais il est allé plus loin, puisque désormais les combats ont lieu, alors que nous parlons, dans les rues de Kiev. Nous sommes beaucoup autour de cette table, je regarde Patricia, avoir quelques amis en Ukraine, et évidemment, c'est vers la population ukrainienne à laquelle il faut penser. Le président Vladimir Poutine est plus que dans une logique tsariste, il est dans une logique soviétique, car l'Union soviétique s'est réduite au moment de sa dislocation. C'est précisément ce dont il est question. On est passé de la Russie à la Fédération russe. Est-ce qu'on n'est pas justement en retour? On est surtout passé de la Fédération de Russie à une complémentarité qui s'appelle la Communauté des États indépendants. Et qui dit indépendant, dit d'anciennes républiques socialistes soviétiques qui ont pris leur indépendance. Et ça, je pense que pour certaines d'entre elles, celles qui se sont rapprochées singulièrement, géographiquement, peut-être
diplomatiquement des pays dits occidentaux, membres de l'OTAN par ailleurs. Ça, effectivement, le président Vladimir Poutine ne l'a jamais accepté depuis 1900. Surtout le fait d'entrer à l'OTAN. Dmitri Medvedev. Alors, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Hein. Oui, oui. L'Ukraine avait aspiré à rentrer dans l'OTAN, mais je crois que l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine est un pis-aller, si vous m'autorisez l'expression. C'est pas vraiment ça dont il est question. C'est la... Mais il semblerait que ce soit le point de crispation. Il semblerait que ce soit présenté comme le point de crispation. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. La réalité, c'est une réalité perçue qui n'est pas forcément une réalité si évidente que ça. Je vais revenir très rapidement sur ça. L'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine peut, pour nous, pays occidentaux, sembler être le point de crispation pour Vladimir Poutine, mais ce n'est pas tant le fait que l'Ukraine veuille un jour adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne, c'est que l'Ukraine échappe à l'ancien monde russe, quelle que soit la direction dans laquelle il aille, membre de l'OTAN ou pas. Si l'Ukraine n'avait pas aspiré à rentrer dans l'OTAN, le président Vladimir Poutine aurait eu la même réaction vis-à-vis de l'Ukraine. C'est contre l'Ukraine et l'actuel régime ukrainien, né d'une élection en avril 2019, qui a vu l'ancien président, Petro Poroshenko, être battu par les urnes et, d'une certaine façon, coupant encore plus le cordon qui existait entre la Russie et ce qu'on appelle son étranger proche, la Biélorussie, l'Ukraine, qui ne sont pas dans l'OTAN, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, qui, elles, le sont dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et les ex-républiques soviétiques ou socialistes soviétiques du Caucase, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. On pourrait rajouter les 5 autres d'Asie centrale, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan. Le président Vladimir Poutine veut reconstituer l'Union soviétique. Alors évidemment, l'Union soviétique voulait reconstituer l'expansion maximale de l'empire tsariste avant sa chute avec la révolution d'octobre 1917, mais d'une certaine façon, c'est à la fois une invasion militaire et d'une certaine façon une guerre coloniale, puisque la Russie... alors c'est paradoxal ce que je viens de dire, parce que le fondement de la Russie, c'est pas la Russie. La Russie est née en Ukraine. La première capitale de la Russie, c'est pas Moscou, c'est Kiev en 900 et quelques. Et donc 200 ans avant la fondation de Moscou. Donc pour la perception russe, c'est le fondement civilisationnel des Russes, du peuple russe. Il y a un lien que nous, les Européens, nous n'arrivons pas à percevoir, qui lie justement cette Ukraine et cette Russie. Ah ben, on l'a tout à fait perçu, mais je pense qu'on a voulu un peu jouer sur l'importance que revêt pour certains responsables politiques l'histoire. Et là, de ce point de vue, on pourrait disserter très longuement. Beaucoup des responsables politiques, chefs d'État et de gouvernement occidentaux, ne lient pas la décision géopolitique à l'histoire. Il se trouve que les régimes autocrates, les démocraties illibérales, s'appuient profondément sur l'histoire. C'est vrai de la part de Viktor Orban, qui exhibe de la paternité ou de l'héritage des Huns, faisant une jonction un peu paradoxale avec la turquité dont il est un héritier. C'est vrai du président Recep Tayyip Erdogan, qui s'appuie autant sur la grandeur de l'Empire byzantin, de l'Empire ottoman, mais également du legs laissé par le président Atatürk à partir de 1923. Le président Vladimir Poutine s'appuie autant sur la grande Russie, celle qui allait donc de l'Est actuel de l'Europe jusqu'à Vladivostok. Et d'une certaine façon, le président Vladimir Poutine pense que la Russie est bien plus grande que les pays qui lui appartenaient jusqu'à la dissolution de l'Empire soviétique, puisqu'il y avait des pays frères. Et ce sont des pays qui, par eux-mêmes, ont acquis une indépendance. C'est le cas de la Roumanie, c'est le cas de la Bulgarie, la Pologne, la République tchèque, la Tchécoslovaquie à l'époque, et d'une certaine façon aussi un certain nombre de pays africains qui étaient des pays partenaires et frères et satellites. Patricia Lalonde, sommes-nous au point de non-retour ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore une issue à cette guerre ? Ça va être très compliqué. Moi, je voudrais ajouter 2 petites choses à ce qu'a dit Emmanuel Dupuis. Tout est parfait. C'était complet, oui. Tout est absolument complet, l'historique et tout. Mais quand même, moi, j'aurais un petit bémol parce que j'ai le sentiment que
que c'était quand même un petit peu le résultat de nos errements depuis une trentaine d'années en matière de géopolitique, parce que je crois que l'Occident, enfin sans être pro-Poutine, mais je crois que l'Occident a mené des guerres illégales, que ce soit la guerre au Kosovo, que ce soit la guerre en Syrie, en Libye, Vladimir en Poutine Irak. a évoqué les bombardements de l'OTAN oui, absolument, sur l'ex-Yougoslavie. absolument. Donc il ne faut pas faire Serbie. 2 poids, 2 mesures, et je pense que c'est très important aussi de voir ce qui est un petit peu irrité, c'est pas un mot assez fort, mais irrité Vladimir Poutine. Alors deuxièmement, il a essayé de parer à ça en écrivant à Joe Biden, enfin aux Américains et aux Européens, en leur demandant des choses très précises. Emmanuel l'a évoqué, notamment le fait que l'Ukraine s'engage à ne jamais, plutôt que l'OTAN s'engage à ne jamais faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, qui pour eux était la véritable ligne rouge. Bon, écoutez, entre le moment où Poutine... Aujourd'hui, c'est une erreur. Oui. C'est un regret, justement, d'avoir permis à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN. Je pense qu'on aurait dû, en tout cas, affirmer actuellement à Poutine qu'on ne fera pas rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, puisque de toute façon, personne ne voudra que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Alors, puisque c'était quelque chose qui n'allait pas se faire, pourquoi est-ce c'était simple de signer le papier, et je pense qu'on n'en serait pas là si on avait fait ça. Ça, c'est pour... voilà, je pense qu'effectivement, ça a rendu Poutine fou. Paranoïaque, c'est sûr que c'est un homme qui est Mais vous pensez qu'il y a une issue où on est sur un point de non-retour concernant cette situation? Écoutez, à ce soir, je pense que Kiev va tomber dans les heures qui viennent, ou demain matin ou plus tard. Et à ce stade, Poutine a demandé de négocier avec Zelensky à Minsk. Récemment, là, il y a 2 heures. Donc, il tend une main, si je puis dire. Pour essayer d'arriver sur le chemin de la paix. Bon, ça, on ne sait pas si ça va être... Mais alors, il y a une autre chose que j'aurais voulu dire à propos de Volodymyr Zelensky, c'est que quand il a été effectivement très bien élu à 73%, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, à la tête de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky était assez pro-russe. En réalité, enfin pro-russe, il s'entendait bien avec... Non, le terme pro-russe, mais moi j'en ai assez qu'on parle de pro-russe, anti-russe, bon, voilà, en termes de géopolitique et en termes de diplomatie... Est-ce que ce n'est pas une condition pour accéder à la présence de l'Ukraine que d'être un petit peu pro-russe dans un premier temps et ensuite oui, parce qu'il y a le Donbass et Lugansk qui sont... Donetsk et Lugansk qui sont pro-russes, qui sont des mouvements séparatistes. Il y a des pro-russes en Ukraine. On ne peut pas le nier. La moitié de la population. Et donc, voilà, il y a un vrai problème. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Zelensky, qui discutait avec les Russes, a eu des manifestations chez lui en disant « Oh là là, c'est quoi ce président ? Enfin, il faut vous arrêter là. Ce rapprochement éventuel avec les Russes, c'est pas possible. » Et je pense que ça a rendu... et donc, Zelensky s'est braqué. Lui, il est devenu, selon le terme occidental, anti-Poutine. Et du coup, ça a encore plus braqué Poutine. Il faut vous expliquer comment on en est arrivé à une situation absurde. Et moi, je pense que même Poutine ne pensait pas que ils en seraient comme ça. Je ne pense pas qu'au début, il y a quelques jours, il pensait vraiment envahir toute l'Ukraine. Enfin, je veux dire, la chute de Kiev, c'est quand même... on pensait qu'il allait aller à Lugansk et à Donetsk, mais on ne pensait pas... Il s'arrêtait là. Oui. Tous les experts, pour le coup, se sont trompés. Je pense. N'ont pas vu la chose. Ah ben non, oui, bien sûr. Christophe Roux, concernant cette situation, vous savez, hier la Crimée, aujourd'hui le Donbass, et demain, j'ai envie de dire... Demain, tout va dépendre de ce qui va se passer, et surtout, on essaie un petit peu de comprendre un petit peu les intentions de Vladimir Poutine, si tant est quand même que pour ceux qui le suivent un petit peu, moi personnellement, je pense qu'Emmanuel non plus, on n'est pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que Poutine n'a jamais caché son envie, n'a jamais caché de jeu, n'a jamais aussi exclu des discussions autour de tel ou tel sujet qui pourrait éventuellement le froisser. Ça fait à peu près une quinzaine d'années quand même qu'on est quand même sur des revendications de Poutine qu'on semble aujourd'hui découvrir. Pour ce qui est du fait que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, le chancelier allemand, qui est passé derrière Emmanuel Macron, a affirmé en Ukraine, je crois, que
affirmé à Vladimir Poutine que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN. Donc il y avait, si je ne dis pas de bêtises, Emmanuel, ça a été dit juste après. Juste après. Ouais. Voilà, juste après la visite d'Emmanuel Macron. Pour le coup, aujourd'hui, jusqu'où, et pour répondre à votre question, M. Itache, c'est jusqu'où peut aller Poutine. C'est là toute l'interrogation. Il va rester, à mon avis, en Ukraine, prendre Kiev, effectivement, ce qui va être totalement symbolique, mais ça s'arrêtera là. Et si tant est que l'Ukraine eût été dans l'OTAN, les choses auraient été totalement autrement. C'est-à-dire que là, la réaction internationale, on la voit, elle est extrêmement timide au travers de petites sanctions qui vont absolument pas faire peur du tout à Poutine et à la Russie. Si ça avait été un pays qui faisait partie de l'OTAN, là, évidemment, il y aurait eu une mobilisation générale avec des interventions. Aujourd'hui, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on entend quelques politiques français et européens demandant à armer ou aider l'armée ukrainienne à faire face à cette invasion, à cette guerre, appelez-la comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, moi quand je vois la décision du président ukrainien hier d'armer une partie de sa population, ça a tendance un petit peu à m'inquiéter sur la suite à donner et sur ce que pourraient devenir ces armes. Vous avez peur qu'il y ait des milices qui se forment, justement et surtout que ces armes aillent ailleurs et servent à autre chose. Voilà, c'est là l'interrogation. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette escalade, on va dire, va très vite retomber, ça va être très rapide. Et c'est une histoire de 1 à 2 semaines. Et ensuite, on va très vite en terminer. Mais ce qu'il faut observer, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, c'est que cela va donner des envies. Et je pense en particulier à la Chine, pour Taïwan. D'ailleurs, la Chine qui apporte son soutien à la Russie. Oui, qui apporte son soutien à la Russie et qui se dirait, tiens, c'est peut-être l'occasion, de pouvoir prendre Taïwan et voilà, voyant ce qu'a fait la Russie, qu'il n'y a pas eu de réaction, j'ai envie de dire, qui ont empêché Poutine d'agir, pourquoi pas moi. Donc ça risque de donner des envies à la Chine et là peut-être qu'Emmanuel pourrait répondre. Avant Emmanuel, Patricia Lalonde, je vous ai vu remuer la tête lorsqu'il était question du soutien de la Chine à la Russie. Vous partagez cette... Je n'ai pas le sentiment que la Chine a apporté un soutien total à la Russie. Pour l'instant, elle est restée pas d'hostilité. Pas d'hostilité. Elle a dit qu'elle comprenait Vladimir Poutine. Mais bon, pour l'instant, elle est restée un Pandore. Mais enfin, c'est évident que, in fine, la Chine soutiendra la Russie, puisque c'est un nouvel axe qui est en train de se former, y compris avec l'Iran. Enfin, je veux dire, on est en train de basculer. Le monde est en train de... Emmanuel Dupuis, vous voulez réagir ? Oui, par rapport aux deux interventions de Christophe et de Patricia, que je partage bien sûr. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle en relation internationale un momentum. Et les responsables politiques dont nous parlons, Xi Jinping pour la Chine et Vladimir Poutine, réfléchissent en stratège. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas à court terme, ils réfléchissent à long terme. Qu'est-il plus utile de gagner aujourd'hui que nous n'obtiendrons pas demain ? Le président Xi Jinping aurait raison d'intervenir maintenant, car la communauté internationale, entre guillemets l'Occident, n'y résisterait pas. Faire face à 2 fronts en même temps, devoir éventuellement intervenir en Chine alors que nous n'intervenons pas en Ukraine est impensable. Si nous intervenons en Chine, nous serons obligés d'intervenir en Ukraine. Et donc le piège peut très rapidement et très dangereusement se refermer sur nous-mêmes. La responsabilité est entre les mains de Xi Jinping. Mais une 3e guerre mondiale est à craindre. J'aime pas trop ces acronymes, première, 2e guerre, 3e guerre mondiale. Une guerre localisée en Asie qui engagerait des troupes américaines contre la Chine est posée. Le problème, c'est qu'on a à la Maison-Blanche un locataire qui est un peu faible, pour ne pas dire affaibli, et je ne suis pas certain que Joe Biden prendra la responsabilité d'engager militairement les États-Unis contre la Chine. Joe Biden qui refuse de dialoguer avec Vladimir Poutine. Oui, refuser de dialoguer n'a jamais été une posture sur la diplomatique. Est-ce que l'on peut parler avec le diable ? C'est le principe même de la diplomatie. Hein. Oui. On discute toujours avec son adversaire. C'est Machiavel qui l'évoquait et qui l'écrivait. Non, mais je crois que c'est important. Et par rapport à ce qu'a dit Christophe, je crois qu'il a raison de rappeler qu'on se positionne que trop peu en France et en Europe, enfin, surtout en France par rapport à l'Europe, à la psychologie de Vladimir Poutine. Je crois que Vladimir Poutine sait très bien jauger nos faiblesses. Et j'aime bien, parce que pour ne cacher
absolument rien à vos téléspectateurs. On vient juste d'avoir ce débat sur une autre chaîne avec sous la houlette et la férule de Christophe. Je crois que l'argument qu'utilise Vladimir Poutine est imparable, à savoir qu'il sait pertinemment que nous n'avons à mettre en face de la puissance militaire, en termes géopolitiques, la hard diplomatie, que des sanctions. Vous voyez, on en est arrivé là. Il y a des tanks qui entrent à l'heure où nous parlons dans les rues de Kiev, et on en est à sanctionner les avoirs financiers du président russe, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense. Il y a quand même un distanciel ou un hiatus entre l'action immédiate, et je suis d'accord avec Christophe, il ne faut pas armer. Soit dit en passant, on l'a déjà fait. Hein, donc oui. La question en Afrique. Non, on a armé l'Ukraine. Mais oui, mais par le passé, on a apporté des armes à des pays dont on prétendait vouloir la liberté. C'est une autre question. Oui, non, mais là, c'est le sens du propos de Christophe. Non, le propos de Christophe, je pense qu'il est différent. Le propos de Christophe, c'est d'armer une rébellion qui est en train de se mettre en place, avec l'incertitude du fait que ces armes, ensuite, disparaîtront ou seront utilisées. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris de ce qu'a dit Christophe. Et juste une phrase avant de redonner la parole à Patricia. Il faut être quand même très, très vigilant, parce que le président Poutine, une fois qu'il aura accompli ce qu'il veut accomplir, et évidemment, nous sommes tous autour de ce plateau, halluciné, les mots sont difficiles à trouver, il faut mesurer d'ailleurs les mots qu'on emploie, mais en tout cas sidéré de la politique qu'a décidé de pratiquer le président Vladimir Poutine, qui fait donc concrètement une invasion en s'en prenant un pays voisin. Mais une fois que ce sera terminé, parce que l'opération elle va se terminer à un moment ou à un autre, il va quand même qu'on discute avec Vladimir Poutine. On ne va pas faire de Vladimir Poutine le diable absolu et la personne avec qui on ne dialogue pas, parce que si on fait ça, là, pour le coup, Vladimir Poutine, il ne s'arrêtera pas. Ah, c'est l'escalade. Si, évidemment, on le considère comme quelqu'un qui est indiscutable, ou avec lequel, pardon, on ne peut pas discuter, et qui est l'ennemi à abattre, et ben à ce moment-là, il va rentrer dans une logique de confrontation. Et il vient de tendre la main, d'ailleurs, Emmanuel, comme Patricia l'a rappelé. Oui. Il vient de tendre la main en invitant des discussions à mixte. Oui, enfin, en même temps, ces discussions ont un préalable, c'est qu'il faut que l'armée ukrainienne dépose des armes. Ouais. Il y a un petit point que je voulais rajouter sur Joe Biden, c'est quand même absolument extraordinaire. Ils nous ont expliqué depuis 15 jours, là, tous les jours, c'est aujourd'hui, ils vont envahir, Poutine va envahir l'Ukraine. C'est demain, c'est après-demain. Enfin, c'était un petit peu absurde. Et tout en disant, mais de toute façon, on n'interviendra pas. Donc, en fait, il a envoyé le signal à Vladimir Poutine que, de toute façon, nous, les Américains, nous n'interviendrons pas. Alors, nous avons peut-être envoyé des hommes en Allemagne, en Roumanie, je ne sais où, dans les pays baltes, mais nous n'interviendrons pas militairement. Voilà, donc les Russes savaient qu'au pire, ce seraient les sanctions, ce qui est en train de se faire, mais visiblement, ils se sont habitués aux histoires de sanctions depuis longtemps. Ils ont préparé le coup. Ça les fait pas trembler, quoi. Oui, ils ont préparé le coup. Eux qui ont longtemps vécu en autarcie, d'ailleurs, sur le système communiste. Mais qui aura ils sont surtout adaptés aux sanctions de 2014. Oui, Patricia Lalonde, pardon, qui aura le dernier mot pour le coup dans cette histoire? On aimerait bien le savoir, mais je pense que Poutine, il a une qualité, si je puis dire, ou un défaut, ça dépend de quel côté on le voit. Mais il est déterminé, et il ira jusqu'au bout. Je pense qu'il est déterminé, il se fiche des sanctions, et comme nous, on ne veut pas intervenir, qu'est-ce qui va se passer? Et je ne pense pas que Poutine soit dans l'état d'esprit d'attaquer les pays baltes ou les pays de l'Union européenne pour le moment. C'est pas du tout son truc. Ça changerait la donne. Christophe, moi j'ai une question pour vous. Que se passera-t-il lorsque le premier avion russe sera abattu? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a déjà eu un avion russe hier, il me semble, qui a été abattu, avec déjà des pertes du côté russe. Que se passera-t-il? Il se passera ce qui va continuer de se passer. Je pense que l'agenda est bien défini, que Vladimir Poutine entend faire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut pour l'instant, avec, somme toute, évidemment pas beaucoup de résistance face à lui. On voit une communauté internationale qui, au-delà des sanctions, ne propose pas grand-chose. Et comme le rappelait d'ailleurs si bien Patricia, les Américains qui nous ont fait monter la sauce pendant quelques jours avec des rapports, des infos des services secrets, etc., comme quoi la Russie va envahir l'Ukraine. Depuis quelques jours, on nous prépare un petit peu à cela. Ceci étant, les Américains qui ont l'habitude un peu de faire des guerres par procuration. C'est-à-dire que
on veut que ça se passe, mais on laisse le sale boulot aux autres. Aujourd'hui, c'est qui ? C'est à qui on recommande finalement d'intervenir et de prendre leurs responsabilités. Les Américains aimeraient bien que l'Europe parte dans ce bourbier. D'ailleurs, eux qui sont dans l'OTAN avec le Canada, c'est ça. Ce sont les deux seuls pays qui ne sont pas... Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Après, pour ce qui est de la suite à donner, je pense que je suis assez d'accord avec Emmanuel et Patricia, ça va être assez rapide et qu'on va vite retrouver la raison. Une fois que Poutine aura obtenu et atteint ses objectifs, on passera à autre chose. Mais ce qu'il va falloir surveiller, j'insiste, c'est la Chine. Patricia Lalonde, je vous laisse conclure sur ce sujet. Non, c'était juste un élément à apporter, c'est l'attitude d'Erdogan et de la Turquie. Erdogan soutient complètement les Ukrainiens et appelle même à armer les Ukrainiens. Et donc, est-ce que lui va intervenir avec ses mercenaires? On sait qui sont ces mercenaires en général. Ça, c'est très grave. Il fanfaronne beaucoup, Erdogan aussi. Très bien. Sujet suivant, la diplomatie. Pourquoi l'Europe est inaudible? On se retrouve après la vidéo. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent à Bruxelles ce lundi pour coordonner leurs réponses face à la Russie dans le dossier ukrainien. Si la diplomatie est privilégiée, les leaders européens se préparent à un éventuel échec du dialogue. Quand le moment viendra, je demanderai une réunion extraordinaire parce que les sanctions sont une compétence du Conseil. Je veux le répéter parce qu'il est important de savoir qui décide quoi dans ces institutions. Et c'est le Conseil qui prend cette décision, selon ma proposition. Nous sommes prêts à le faire quand le moment viendra. J'espère que ça n'arrivera pas. Nous travaillons en ce sens. Ces efforts diplomatiques sont menés alors que les affrontements armés reprennent dans l'est de l'Ukraine. C'est clair, c'est une situation très sérieuse, donc nous espérons et nous travaillons pour le meilleur, pas de guerre. Mais nous nous préparons au pire si Vladimir Poutine continue ses provocations et son mépris de la diplomatie. La France a annoncé dimanche soir que Vladimir Poutine et Joe Biden étaient d'accord pour une rencontre, mais le Kremlin a finalement jugé cela prématuré, douchant les espoirs de reprise d'un dialogue direct entre Moscou et Washington. Patricia Lalonde, vous qui avez été députée européenne, une réunion extraordinaire au Conseil de l'Europe, avec un Conseil qui se prépare déjà à un échec, qui pense que ça n'aboutira pas. C'est pas un petit peu l'échec de l'Europe ? C'est totalement l'échec de l'Europe. L'Europe n'a jamais eu son autonomie stratégique, si je puis dire. La plupart des pays européens ne sont jamais d'accord entre eux. En plus, il faudrait rajouter le vote à la majorité qualifiée en matière, en tout cas, de politique étrangère, parce que si vous attendez d'avoir l'accord de tous les pays, vu que les pays baltes ne seront jamais d'accord avec les Espagnols, avec les Italiens, avec les Allemands, parce que les intérêts sont évidemment totalement divergents, on n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe est totalement, pour l'instant, sclérosée, je dirais, et juste capable de faire des tas de réunions et de faire des sanctions. On ne devrait pas passer à une Europe fédérale, justement. Bon. Pour l'instant? Non. Bon. Non, je laisse Emmanuel répondre. Oui, alors la question n'est pas tellement l'Europe fédérale, la question est exactement par rapport à ce que Patricia évoque, c'est-à-dire les modalités de vote. Le vote à l'unanimité implique actuellement qu'en matière de politique étrangère, il faut 27 votes. Je crois effectivement qu'en matière de politique étrangère, on devrait passer à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est très simple. 65% des États, donc 15 États minimum, et 55% de la population. Et puis il y a la majorité qualifiée renforcée, on passe à 72% des États, 55% de la population, ce qui fait qu'on a des coalitions d'États qui permettent effectivement de sortir de ça. Un point important par rapport à ce qui a été dit, alors c'est pas le Conseil de l'Europe, c'est le Conseil européen. Ouais. La même chose. Josep Borrell a taclé un peu ceux qui voudraient exhiber de leur capacité à imposer des sanctions. C'est une compétence du Conseil européen, dont il est le représentant en tant que haut représentant pour la politique étrangère. Ce n'est pas une compétence de la présidence du Conseil de l'Union européenne assumée par la France. Je dis ça parce que ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide les sanctions. C'est les 27 pays de manière consensuelle. Le problème, c'est que le consensus est difficile à obtenir. Par exemple, il n'y a pas eu de consensus pour sortir la Russie du système SWIFT, le système international de transmission des informations financières. L'Allemagne s'y est opposée. L'Italie s'est opposée. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Et sans trop le dire, la France. La France aussi s'est opposée du système SWIFT. Donc l'idée d'une Europe fédérale, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Puisque le principe de la
de l'intergouvernementalité, pour l'instant, aboutit à une solution minimale, mais qui n'est pas maximaliste. Encore une fois, on n'arrive même pas à s'entendre sur le fondement de sanctions, ou la nature des sanctions. On n'arrive pas à s'entendre entre Européens, on n'arrive pas à s'entendre entre les Européens et les États-Unis. Le président Joe Biden, hier, a botté en touche quand on lui a posé la question « Est-ce qu'il faut sortir la Russie de SWIFT ?» Il ne pouvait pas dire « Non, parce que les Allemands ne veulent pas ». Est-ce qu'il faut sanctionner directement Vladimir Poutine ou Sergueï Lavrov? Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de pays ne voulaient pas. La situation à Kiev et les combats dans Kiev ont fait un petit peu changer la donne. Donc je crois que c'est vraiment pas une question de si oui ou non l'Europe existe, c'est la forme organisationnelle de l'Europe qui bloque toute décision posée. Et puis un autre problème, et après je m'arrêterai là, c'est pas tellement une question européenne en Ukraine, c'est une question de l'OTAN, puisque là il s'agit de savoir si oui ou non il faut une réponse militaire, et cette réponse militaire au niveau de l'Union européenne n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'Europe de la défense. Voilà. Mais, Christophe Roux... C'est là justement qu'on voit toute la faiblesse aujourd'hui de l'Europe, si tant est qu'il faille attendre une crise de la sorte pour voir ce que pèse l'Europe, c'est-à-dire rien. Et je pense que Vladimir Poutine a tout calculé, et il le sait pertinemment qu'en faisant ce qu'il fait aujourd'hui, il n'aurait aucune résistance face à lui, avec une Europe qui est désorganisée, avec une Europe qui n'est qui ne joue pas parfois pour des intérêts divers d'ailleurs dans la même cour. Donc aujourd'hui, voilà, on assiste à une faiblesse de l'Europe. On a vu effectivement s'agiter beaucoup Emmanuel Macron en essayant d'être le médiateur. On a vu que cette médiation a été couronnée d'un échec derrière. Après, pour ce qui est du reste, effectivement, est-ce qu'il va s'agir aujourd'hui de prendre leçon de ce qui s'est passé au travers de cet épisode avec Vladimir Poutine et avec l'Ukraine pour essayer de reconstruire ou de construire quelque chose de serein et qui soit à la hauteur des attentes, ou est-ce qu'on va continuer effectivement avec une telle division? Et dans ce cas-là, effectivement, c'est une Europe qui n'aura pas un avenir extrêmement brillant. Justement, on voit cette cacophonie où on n'arrive pas à prendre ensemble une décision pour sanctionner. À côté, lui, Vladimir Poutine, quand il prend la décision d'envahir, il y va tout de suite, il ne consulte personne. C'est ça, c'est qu'il est droit dans ses bottes, il a calculé ce qu'il voulait, comment il va y parvenir, et en mettant, je pense... de ce qu'il peut y avoir comme éventuelle résistance. On a appris aujourd'hui que l'Union européenne avait gelé les avoirs de Poutine et de Lavrov, il me semble. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça un petit peu les réponses qui sont apportées. Pour ce qui est, comme certains le demandent ici en France, c'est quelques candidats à l'élection présidentielle d'aller aider militairement l'Ukraine. C'est plus facile de mettre sous embargo l'Irak. Comment ? C'est plus facile de mettre sous embargo l'Irak que la Russie. Je pense, oui. C'est pas le même client, si je puis dire, qu'on a face à nous. Donc forcément, aujourd'hui, voilà. Je pense en tout cas que Poutine va continuer tranquillement ce qu'il doit faire, ce qu'il a l'intention de faire, et on voit au travers de cette crise la faiblesse de cette Union européenne, de cette Europe, qui aujourd'hui, on peut le dire tranquillement, ne pèse rien. On est tous d'accord, il y a une carence européenne, la voix de l'Europe est très faible. Alors le président Emmanuel Macron aggrave un peu la chose quand il parle à Vladimir Poutine. A-t-il vraiment la validation des 26 autres pays de l'Union européenne? Je ne suis pas certain qu'ils aient tous été il devra demander à tous les pays avant de lui parler. C'est le principe. Excusez-moi, c'est un petit peu le principe. C'est un peu le principe de l'Union européenne. Vous qui vouliez du fédéralisme, franchement, on y est en plein dedans. C'était une question. Parce que sinon, ça s'appelle de l'intergouvernementalité ou du confédéralisme ou des rapports de force. Les pays puissants pèsent plus que les pays peu puissants. Les pays plus riches ont plus de légitimité à parler que les autres. C'est pas le principe de l'Europe. Un homme, une voix. Donc,
très sincèrement, l'Europe est malade des institutions qu'elle s'est données depuis maintenant 70 ans. L'Europe n'a pas avancé sur des dossiers aussi essentiels. Et là, je suis d'accord avec Christophe, la politique étrangère ne peut pas être mise en application en période de crise si elle n'a pas été pensée en période d'apaisement. Ouais. Ça n'a aucun sens, mais ça ne peut pas marcher. Bien sûr. Oui, pas non, mais moi j'aime raconter une anecdote quand j'étais au Parlement européen, parce que je faisais partie de la Commission des affaires étrangères. Et j'aime à raconter le fait que quand vous arrivez dans cette commission très prisée au Parlement européen, on ne vous parle que de la Russie. C'est l'ennemi total. C'est-à-dire que tout de suite, on vous juge. Est-ce que vous êtes anti-russe ou pro-russe ? C'est même... Ça m'a vraiment frappé. Et on cherche des poux dans la tête des Russes partout à la Commission des affaires étrangères. Et on ne pense qu'à faire des sanctions contre les Russes. Je veux dire, c'est l'Arabie saoudite à côté. Et j'ai vécu l'histoire de quand Jamal Khashoggi a été découpé en morceaux en Turquie. Bon, alors évidemment, c'est parce à la Commission des droits de l'homme. On a fait attention à l'Arabie saoudite. On a fait une résolution pour mettre des sanctions. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à vendre des armes à l'Arabie saoudite qui tue les Yéménites actuellement. Enfin, pour vous dire qu'il y a 2 poids 2 mesures à la Commission des affaires étrangères au Parlement européen qui est ahurissant. Voilà, donc ça c'est... Vous expliquer pourquoi on en arrive là. Christophe Roux, justement, moi je voulais vous parler de ce lien qu'il y a entre le politique et l'économique. Hunter Biden, qui est le fils de Joe Biden, qui siège au conseil d'administration du groupe gazier ukrainien Burisma, l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, qui travaille pour le gazier Gazprom, François Fillon, administrateur indépendant de Sibur, géant de pétrochimie russe, qui ne travaille plus depuis quelques heures. Apparemment, il aurait démissionné, François Fillon. Il aurait, on emploie le conditionnel. Il y a 2 heures. Voilà. Mais cette collusion justement entre le politique et l'économique, est-ce que ça ne pose pas des problèmes de démocratie ? Et du coup, lorsqu'un politique qui est un petit peu aidé économiquement, est-ce qu'il défend l'intérêt d'un pays ou d'un continent ? Alors, il y a eu quelques exemples. Je veux dire, par exemple, François Fillon, qui a été candidat un petit peu malheureux en 2017 avec les différentes affaires. On sait que c'est quelqu'un qui aime beaucoup gagner de l'argent et qui, qui, dans le privé, s'est construit un avenir plutôt tranquille. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut faire passer les intérêts de la nation, du pays dans lequel on est, avant les intérêts personnels ou économiques? Après, c'est tout à chacun. Je veux dire, on voit par exemple que, je vais prendre juste un exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais Frédéric Tadei, qui est un journaliste que vous connaissez tous, qui officie sur une chaîne RT France, a décidé non pas de démissionner, mais de se mettre en retrait parce que ça lui posait un problème, justement sur le fait que c'est son pays, donc la France, qui serait un petit peu mise à mal donc par cette intervention russe, parce que rappelons qu'RT France, voilà, c'est une chaîne russe. Donc voilà, après chacun fait son choix et jauge en fonction effectivement de ses intérêts et de ce qui passe, voilà, ce qui est censé passer avant, quoi. Très bien. Passons. Je rajouter un Emmanuel Dupuy pour conclure. Oui, alors on fustige beaucoup la frontière très ténue entre intérêt personnel, activité politique et activité économique. On en viendrait presque à oublier que c'est vrai aussi avec les intérêts économiques américains. Le démantèlement d'Alstom au profit de General Electric. Qui est la présidente de General Electric ? Clara Guémard, l'épouse d'Hervé Guémard. Qui est président ? Alors on est censé donner envie aux gens d'aller voter. Là, vous faites l'inverse. Vous les découragez. On leur donne des exemples. Bien sûr. J'essaye de rétablir un peu la jauge. Le 2 poids 2 mesures. Je crois que c'est important. Au contraire, ça donne envie d'aller voter, Abdeslam. C'est important. Mais pas pour les mêmes personnes. Non, c'est important d'avoir à l'esprit. En Italie, l'ancien Premier ministre, président du Conseil, pardon, dont le nom m'échappe, mon Dieu, ça va me revenir, siège à un conseil d'administration du fonds spéculatif du Qatar. Donc, le 2 poids 2... Non, l'ancien Premier ministre... social-démocrate. Ça va revenir. Juste avant, Mario Monti, celui qui avait... ça vous reviendra. Ça va revenir. Vraiment, avant la fin de l'émission, ça va revenir. Donc, voilà, juste pour rétablir un peu la vérité, évidemment, c'est un problème qui... Il y a du lobbying dans les assemblées, que ce soit
l'Union européenne ou à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est utile qu'il y ait du lobbying. Premièrement, parce que le lobbying permet de mieux contrôler, ça permet de mieux normer les choses, ça permet de mieux les calibrer. Le lobbying peut aller dans un sens comme dans un autre. Le lobbying des associations qui, parfois, si elles n'ont pas la capacité d'avoir accès aux législateurs, n'ont peu de chances de voir leur loi apparaître. D'ailleurs, il existe dans le système européen, Patricia Lalonde, ayant été parlementaire européen, le sait, le droit de pétition, et donc des associations s'emparent de ce droit de pétition avec 1,5 million de signatures, à condition que vous ayez des citoyens qui résident dans plus de 4 pays européens, vous pouvez imposer ou demander qu'il y ait une résolution au Parlement européen. La difficulté, c'est que parfois, quand le Parlement européen demande à la Commission d'appliquer un certain nombre de choses, la Commission botte en touche. La sanction contre la Hongrie ou la Pologne, c'est bien de sanctionner la Hongrie, moins de sanctionner la Pologne. Donc pour l'instant, Mme Ursula von der Leyen minaude un peu en disant que ce n'est pas une priorité. Surtout parce qu'il faut soutenir les Polonais qui accueillent les 100 000 Ukrainiens qui ont fui le pays. Très bien. Nous passons au troisième sujet, l'onde de choc économique. Quelles seront les conséquences sur nos foyers, si la régie peut lancer la vidéo? La réponse est simple, c'est non, tout simplement parce que ce gazoduc qui est achevé depuis 3 mois n'est toujours pas en service, donc ça ne change rien et c'est d'ailleurs un soulagement pour Kiev parce que cela veut dire que le gaz russe doit continuer à transiter par l'Ukraine et l'Ukraine tire des revenus de ce passage. Alors, est-ce que la Russie pourrait décider de couper le robinet de gaz vers l'Europe? Techniquement, évidemment, c'est possible, mais les Russes sont extrêmement dépendants de leurs exportations de gaz. Ça représente quand même 15% de leur PIB, de leur richesse. Ça n'est pas rien. D'un autre côté, est-ce que l'Union européenne pourrait décider d'arrêter d'acheter son gaz à la Russie pour faire pression sur Moscou? Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que l'Union européenne importe quand même de 40 à 50% de son gaz de la Russie et ça varie très fort d'un pays à l'autre. La Lettonie, par exemple, importe 100% de son gaz de la Russie, la France achète seulement 20%. Et donc, faut-il s'inquiéter si jamais il y avait une rupture de livraison du gaz russe, par exemple à cause de combats en Ukraine? Dans l'immédiat, certainement pas, parce que l'Union européenne a des réserves, on a de quoi passer l'hiver, et puis on peut se tourner vers d'autres fournisseurs, comme par exemple la Norvège, ou l'Égypte, ou l'Azerbaïdjan, ou encore les États-Unis. Le seul problème, c'est que le gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis coûte 7 fois plus cher que le gaz russe. Alors, justement, sur cette onde de choc économique, on risque justement d'avoir un surcoût sur les énergies telles que le gaz, le pétrole ou le blé. On parlait tout à l'heure du SWIFT, justement, qui permettrait de bloquer les transactions financières. Mais est-ce que prendre une décision économique contre la Russie, est-ce que c'est pas justement se nuire à soi-même, Patricia Lalonde? Ah oui, je pense que ça va nous revenir en boomerang sur nous. D'ailleurs, c'est pour ça que Poutine doit rigoler un petit peu. Ben oui, forcément, il le sait. Regardez l'histoire de Nord Stream. Les Américains ont bien joué. Ils ont en tête, les Américains, de vendre leur gaz liquéfié, qui, comme ça a été dit dans le documentaire... Alors, Nord Stream 2, c'est un gazoduc de 1200 km qui passe par la mer Baltique. Qui passe par la mer Baltique et qui passe justement pas par l'Ukraine. Voilà. Et donc, c'est problématique. Les Allemands... L'Ukraine qui servait au passage. Absolument. Les Allemands ont eu beaucoup de mal à... Finalement, je crois que ça a été complètement stoppé maintenant, Nord Stream, ce qui est ahurissant, parce que là, on se tire vraiment une balle dans le pied. Donc voilà, je pense que c'est complètement fou. Enfin bon, il y a un deuxième aspect économique auquel on ne parle pas encore. Il y a tout l'aspect, effectivement, les matières premières, l'énergie, mais il y a les réfugiés. Parce qu'il y a des millions de réfugiés, on risque d'avoir en plus. Donc on a déjà eu la crise afghane, avec tous ces millions de réfugiés aussi afghans. Et là, on va se taper une deuxième crise. Qui fuit les bombes, Oui, parce que quand vous regardez les images aux frontières, et si ça ne se stoppe pas tout de suite, cette guerre, c'est-à-dire si on rentre comme dans le scénario guerre civile en Ukraine, là, je ne vous raconte pas, l'Europe va être submergée et on ne va pas pouvoir expliquer aux Ukrainiens, ah ben non, on ne vous accueille pas, on va pas, c'est difficile de le faire avec les Afghans aussi. Et donc là, l'Europe s'est mise dans une situation terrible.
Christophe Roux, on est en France déjà dans une situation difficile, oui, avec un carburant pratiquement à 2 €. Le pire est à craindre. Le pire est à craindre. Ça ne faudra pas échapper. On est en campagne électorale. On parle beaucoup du pouvoir d'achat. Il risque d'être voilà, très, très abîmé, ce pouvoir d'achat, avec effectivement les prix du carburant qui augmentent, avec un baril du pétrole qui a dépassé les 100 $, avec effectivement des prix du gaz qui ont déjà fortement augmenté en quelques 2-3 ans. Et ça va continuer ainsi. Ça va devenir extrêmement compliqué d'aller expliquer aux Français que demain, voilà, à cause de cette crise en Ukraine, eh bien, on va devoir faire des efforts tous ensemble. Des efforts de guerre. Des efforts de guerre ou des efforts financiers pour déjà des personnes et des gens, des familles qui sont en situation déjà précaire. Donc il va falloir quand même que le futur président soit très persuasif pour le coup. Et malheureusement, j'ai très peur qu'on évoque très peu ces difficultés dans la campagne. Et j'aimerais bien que les candidates et candidats puissent être transparents là-dessus en disant oui, moi demain je suis élu, mais je ne pourrai malheureusement pas échapper à de telles augmentations qui pourraient avoir des conséquences directes sur les foyers en France. Je rappelle que, ça a été dit dans le documentaire, que la France dépend que de 21% du gaz russe, certes. Ça va peut-être profiter à d'autres pays, aussi cette histoire, j'imagine au Qatar aussi, pourquoi pas à l'Algérie. Je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel là-dessus, peut-être des explications intéressantes à fournir là-dessus. Oui, alors complémentaire, hein, et c'est vrai que la France est moins impactée que l'Italie, qui dépend, elle, beaucoup plus du gaz russe. C'est le double, 42% par rapport à la France, ou 60% du blé, vous avez mentionné. Mais il y a un élément qui n'apparaît pas forcément dans le reportage, c'est que on fustige une ultra-dépendance européenne à l'égard du gaz et du pétrole russe, respectivement 40% pour le gaz, 30% pour le pétrole. Mais on oublie que pour compenser le gaz que la Russie ne nous livrera pas, en tout cas nous livrera à des conditions inacceptables, avec une augmentation du prix que nous ne pourrions pas prendre en compte. Et de toute façon, la réponse ça profitera aux autres pays vendeurs de gaz, producteurs de gaz. Non, ça profitera à un seul pays. D'ailleurs, Joe Biden, dans sa conférence de presse, l'a dit. Les États-Unis sont prêts à compenser... Avec le gaz de schiste ? Oui, mais attention, parce que là, on ouvre un autre élément. Christophe l'a mentionné, nous sommes en campagne présidentielle. On va accepter de transformer du gaz liquéfié en gaz de schiste en termes de respect environnemental. Ah oui. C'est une aberration. C'est la négation même du Green Deal. Mais c'est pas une logique de crise. Attendez, excusez-moi. La logique de crise ne nous oblige pas à être dépendants des États-Unis. Parce que c'est ça dont il est question. Vous n'achetez plus le gaz russe, mais vous achetez le gaz de schiste américain. Ouais. Ça veut dire quoi ? Que le gaz coûte 7 fois plus cher. Ça veut dire qu'on ferait la guerre contre la Russie pour se jeter dans les bras des Américains. Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce que les Américains veulent. C'est ce que les Américains veulent. En tout cas, c'est ce que Joe Biden a dit. Biden cherche à faire. C'est ce que Joe Biden a clairement dit lors de sa conférence de presse. Ouais. Un autre élément. Et les Verts allemands sont très ennuyés avec cette histoire-là parce que ils savent pas. Un autre élément important, c'est que pour l'instant, on pourrait bénéficier ni du gaz russe ni du gaz de schiste pour une autre raison. C'est que nous n'avons pas les usines de liquéfaction nécessaires à l'heure où nous parlons pour le faire. Ça voudrait dire qu'il faudrait les construire urgemment. Et alors là, la question du nucléaire nous revient en boomerang 2 fois de suite. Les pays qui ont tourné le dos au nucléaire seront encore plus pénalisés. Donc on est en plein, l'Allemagne bien sûr, on est en plein campagne présidentielle, là pour le coup, et Christophe a raison, un responsable politique français se doit de répondre à ces effets collatéraux de cette crise, qui peut paraître pour les Français un peu loin. Mais il n'y en a pas un qui le fait, hein. Pour l'instant. J'ai entendu Bruno Le Maire, en tout cas, rassurer. Oui, Bruno Le Maire l'a un petit peu dit, mais il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat avec il parle pour le. Il faudrait qu'Emmanuel Macron s'approprie. Il sera visiblement la semaine prochaine. Mais en tout cas, qu'Emmanuel Macron, comme je crois Christophe l'a laissé entendre, s'approprie de cette question. Là, pour le coup, ça intéresse les Français, parce que c'est leur pouvoir d'achat qui sera impacté. Ben oui. Et puis, alors, l'essence à 2 €, on oublie, hein.
On en rajoute facilement dès la semaine prochaine 50 centimes. Ah bah arrêtez, très facilement. Arrêtez, là, vous avez... c'est l'effet direct de la crise. Ça va faire plaisir à Hidalgo, il n'y a plus de voitures à Paris, c'est fini. C'est le retour des gilets jaunes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, alors là, les gilets jaunes. Là aussi, alors d'une phrase, parce que oui. parce que l'histoire là aussi de l'obligation de ne plus recourir aux véhicules thermiques et donc de s'en remettre aux véhicules électriques. Où est-ce qu'on trouve du lithium ? En Ukraine. En Ukraine et dans les ex-républiques soviétiques, proches de Moscou. Si Moscou veut nous priver du lithium, je pense qu'il peut le faire très aisément. Et là, on n'a plus de voitures thermiques, parce qu'on s'est nous-mêmes enferrés dans l'interdiction, et on n'a plus de voitures électriques. Ah ben voilà, là, c'est le contre-coup des sanctions. Alors, je saisis la balle au bon. Tout à l'heure, vous aviez parlé justement de la Russie et des États-Unis, où on se jetterait dans les bras des Américains. Mais par le passé, lorsqu'il y a eu cette crise en Crimée, alors c'était à l'époque, c'était Barack Obama qui demandait à François Hollande de ne pas livrer les sous-marins nucléaires à la Russie. Non, pas les sous-marins nucléaires. C'était les porte-hélicoptères. En fait, pardon, porte-hélicoptère, en effet. Sous-marin nucléaire à la Russie. Je pense que la Russie, on a déjà. Autant pour moi. Et en fait, qui avait été équipé avec le matériel russe. Ça a coûté énormément d'argent de les déséquiper. Et évidemment, c'est la France, pour le coup, qui a été pénalisée, puisqu'elle a produit ces porte-hélicoptères qu'elle n'avait pas réussi par le passé à vendre et qui ont été bradés pour un pays du Moyen-Orient. Alors, pour être plus précis, pour compléter votre propos, la France les avait vendus à la Russie. La France a demandé ses conditions. La France a demandé à les racheter à la Russie. Et donc la Russie a en fait pratiqué la règle commerciale. Très bien, vous nous payez au prix fort. Donc évidemment, il y a eu un manque à gagner. Et ensuite, nous avons essayé de refourguer, c'est le terme le plus légitime, ces 2 BCP, bateaux de commandement et de projection, donc des porte-hélicoptères, à l'Égypte. C'est ça. Qui est par ailleurs un des principaux acheteurs d'armes russes. C'était à la demande des sur Américains. Les deux côtés. On a perdu sur les deux côtés, oui. L'Égypte qui n'a pas condamné et l'Égypte qui est absolument. Voilà. Il y a quelques pays d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on en parle 2 secondes, qui n'ont pas condamné ou qui n'ont pas pris position, qui font acte d'ailleurs de. Alors quand on prend pas position, ça ne veut pas dire qu'on. On acquiesce quelque part, sur l'Ukraine, on s'abstient. Oui, sur l'Ukraine. Oui, attendez, laissez-leur le temps, c'est quand même hier. Enfin, il y a quand même certains pays qui ont confirmé ou qui ont apporté leur soutien. Oui. Qui était parmi les Bachar el-Assad a apporté son soutien à Poutine. Hein. Imran Khan, c'était pas. Imran Khan, c'est le premier ministre du Pakistan. Oui. Ouais. L'Iran aussi est de côté de la Russie. Est-ce qu'on n'assiste pas L'Iran, elle est en pleine négociation sur le nucléaire en ce moment. C'est très dur, très compliqué. Elle est sur un chemin de crête. Ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Alors, elle se fait discrète, à mon avis. Hein, sur l'histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas la construction finalement d'un bloc qui s'est constitué, qui d'ailleurs ne s'entendait pas particulièrement au départ entre la Russie et la Chine, qui sont aujourd'hui de facto ensemble et qui va constituer finalement une menace pour ce pays qui s'appelle les États-Unis, qui a tenté de les rapprocher, mais ça s'est un peu retourné contre lui finalement aujourd'hui, non ? Je pose la question. Moi, je partage ce point de vue. D'une certaine façon, les Américains ont jeté dans les bras la Russie et la Chine, ou la Russie dans les bras de la Chine, c'est selon. Et Christophe a raison. On peut y ajouter le Pakistan. Imran Khan fut accueilli alors que l'opération militaire avait commencé, ce qui est un peu singulier. Mais enfin bon, il a dit qu'il était d'accord et qu'il comprenait les doléances de la Russie en disant qu'il fallait punir l'Occident. Alors après, ça devrait aussi nous donner quelques leçons, alors que nous donnons 6 à 7 milliards de dollars chaque année au Pakistan pour lutter contre le terrorisme. Oui. À ce moment-là, il faut que les choses soient claires, parce que le Pakistan est un peu responsable de 6 mois de tragédie humaine en Afghanistan, et qu'on ait le courage de le dire. Là, on aurait l'occasion de le dire. On n'a pas le courage de le dire, mais il faudrait. Et donc, Christophe a raison, il est en train de se constituer une sorte de pacte sino-russe, une forme de monde post-atlantique. Le président Poutine, d'ailleurs, dans sa conférence de presse, a repris un propos que mettait régulièrement en avant Mohamed Jawad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères, en disant que les jeux en relations internationales, ce n'est pas un jeu à somme nulle.
C'est-à-dire que la sécurité de l'un ne peut pas obérer la sécurité de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'indivisibilité de la sécurité. Ça, c'est un concept très oriental. Nous pratiquons plutôt le côté un peu vertueux en disant qu'il y a certains pays qui méritent la sécurité plus que d'autres, une sorte de vision un petit peu naïve, occidentale, d'une sorte de démocratisation du monde, le state building à l'américaine. Joe Biden, en décembre, a lancé cette idée un peu saugrenue d'une alliance des démocraties, en comptabilisant les bons et les mauvais, 110 démocraties contre 193 États, d'une phrase. Christophe a raison, est en train de se constituer un bloc concurrentiel de l'Occident, oui. Ouais, et pour en revenir à votre question initiale, Abdeslam, quant aux conséquences quel impact cela aura ici en France, sur notre pays, je pense qu'on a été très clair, et je pense qu'il serait bon que dans les différentes interviews ou interventions publiques lors de leur meeting, ou dans les émissions de débat, si tant est qu'il y en ait, que les candidats soient transparents, qu'ils soient clairs avec les Français, qu'on leur dise la vérité. Je préfère un candidat, une candidate qui nous dise effectivement à peu près ce à quoi il va nous attendre pour les quelques mois à venir, plutôt que quelqu'un qui va nous vendre du rêve, sachant très bien... Les promesses n'engagent que ceux qui voilà, les écoutent. Exactement. Non, mais là, aujourd'hui, il faut être très clair. Il faut dire aux téléspectateurs de STEM que les conséquences, on va les avoir. On commence à les avoir. Elles vont durer. Et voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que cette crise en Ukraine, c'est quand même assez loin de chez nous, n'ait pas d'impact en France. Dire le contraire serait mentir. Patricia Lalande, vous voulez réagir ? Moi, je voudrais juste reprendre ce qu'a dit Nicolas Sarkozy cet après-midi. C'était assez incroyable, que rien ne marchait. Ni le G7, ni le G20, ni l'OTAN, ni les Nations Unies. Et l'Europe. Ni l'Europe. Oui, il n'avait pas dit l'Europe. Il a assuré la présence par intérim de... Oui, et il a expliqué que les Nations Unies oscillaient entre apathie et immobilisme. Donc voilà, c'est quand même... j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy a résumé un petit peu. Et François Hollande a dit tout le contraire. Lui, il fallait armer. Oui, absolument. Voilà. Les sanctions. Sanctions, voilà. Alors, Emmanuel Dupuis, vous c'est très important ce qu'a dit Patricia. Je crois que, ce qu'a dit Patricia, en relayant les propos de Nicolas Sarkozy, bien sûr, ou de François Hollande. François Hollande. Je fais pas de distinction. François Hollande a eu son discours. Les deux connaissent très bien Vladimir Poutine. Hein. Oui. Ils ont vécu 2 crises majeures, l'invasion de la Géorgie en 2008 et l'invasion de la Crimée. Sarkozy s'en souvient, je crois. L'annexion. Oui, Sarkozy a été un peu sonné par rapport à l'exercice. Non, mais ce qu'a dit Patricia est très important. Et je crois que c'est bien plus grave et bien plus large que la simple question de la crise, ou de la guerre, pardon, en Ukraine. C'est le système international. C'est vrai que tant que l'on a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité, on ne peut pas avoir un consensus international qui permet d'éviter des crises humanitaires ou des tragédies comme le vivent la population afghane, comme le vivent la population yéménite, ou comme, hélas, va le vivre dans les quelques prochaines heures et prochains jours la population La Russie va bloquer toutes les résolutions qui... La Russie et la Chine bloquent déjà toutes les résolutions qui sont portées par la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Je résume, parce que parfois il peut y avoir des configurations différentes. Parfois la Chine a voté différemment de la Russie, dans de très très rares exceptions. Je donne un exemple qui ouvrirait un débat, par exemple, sur la question du Sahara. La Chine a voté différemment de la Russie, qui, elle, avait trouvé le soutien de la Tunisie pour s'opposer donc pour étayer la position donc du principe de l'autodétermination du Sahara occidental. Mais bref, pour revenir à ça. Ils sont un peu en concurrence dans cette région, non ? Oui, ils sont absolument. L'Algérie et la Russie sont intrinsèquement liés parce que l'Algérie achète pour 4,8 milliards de dollars d'armes. Donc ça crée quelques rapprochements. Non, mais pour revenir à ça, je crois que l'architecture de sécurité européenne, le principe d'une défense européenne, le principe d'une relation avec la Russie, avec la Chine... Alors vous n'y croyez pas à la défense européenne ? Ça fait l'objet d'un échange dans une dernière émission. J'ai pas dit que j'y croyais pas. Oui. J'ai dit que les modalités qu'on nous présente comme la défense européenne sont littéralement une vue de l'esprit. Ça n'existe pas. C'est une projection. Je dis pas que je suis contre. Mais je dis que ce qu'on nous propose comme l'Europe de la défense, ce n'est pas vrai. C'est un vœu pieux, mais qui ne se réalisera pas. Si on le prend autrement. Et c'est là où j'en viens, d'une phrase. Et Nicolas Sarkozy l'a dit. Si le G7, si le G20, si l'ONU, si le Conseil de sécurité ne fonctionne pas, il faut inventer autre chose.
Et il faut inventer quelque chose qui soit, là pour le coup, beaucoup plus équilibré. Il y a un continent qu'on n'a pas évoqué là, c'est l'Afrique. À un moment ou à un autre, il faut donner une voix à l'Afrique. Il faudrait qu'on donne une voix au continent asiatique, mais sans tomber dans l'opposition fratricide entre l'Inde et la Chine. Il faudrait que l'Amérique latine ait aussi son mot à dire. Après tout, ce n'est pas un vassal de l'Amérique du Nord. Et après tout, le Canada n'est pas non plus une sorte de suzerain. Vous appelez un nouvel ordre? L'ordre international, il est, comme ça a été dit par Christophe et Patricia, il s'impose à nous. Il n'est plus occidental. Le Venezuela qui a apporté son soutien à la Russie d'ailleurs. Et comme Cuba. Mais Christophe Roux, alors justement, est-ce qu'on doit être forcément pour l'un ou pour l'autre, ou est-ce qu'on peut avoir un avis neutre et se dire que... on peut être dans une logique du non-alignement. Je crois que c'est ce que De Gaulle avait précisé quand il a fait ce discours à Phnom Penh en 1966, juste d'une phrase, oui. Et je crois que Nicolas Sarkozy l'avait repris. Le non-alignement, c'est pas de ne pas avoir de position, c'est comme être centriste. Autour de cette table, nous sommes plusieurs à être centristes. Le centrisme, c'est pas ne pas avoir de position, c'est d'avoir une position ferme en disant qu'on peut regarder dans un sens, dans un autre. On peut regarder en direction de Washington comme en direction de Moscou, sans forcément fustiger l'un ou l'autre. C'est ça le non-alignement. Et bien la position de la France... Enfin, une position centrale. Une position centrale, une colonne vertébrale, je crois, et c'est la rare fois où vous m'entendrez dire du bien d'Emmanuel Macron, si Emmanuel Macron est dans une logique de non-alignement, en discutant avec l'un et l'autre, belligérants comme partenaires, adversaire comme partenaire, ça, c'est une politique étrangère qui grandit la France parce qu'elle se rend indispensable en tant que facilitateur. Il faudra attendre quelques jours pour le constater et le voir. Oui, enfin quelques 44 jours avant l'élection présidentielle. La démocratie, c'est de laisser passer parler par Non, sur l'histoire du Conseil de sécurité, parce qu'il y a eu beaucoup de débats au Parlement européen. Ça ne plaît pas trop à tous les autres membres de l'Europe que la France ait des sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies. On essaye de... Voilà, pourquoi ce ne serait pas l'Allemagne? Pourquoi ce ne serait pas tournant? Ce ne serait pas un siège tournant? Enfin, moi, j'ai assisté à tout. C'était un petit peu ubuesque. Mais là, je crois que si on tombe là-dedans, c'est fini. Et je crois que la France doit vraiment... Ouais, allons jusqu'au bout de la logique. Bah oui, bien sûr. À ce moment-là, il faut qu'il y ait une représentation de l'Union européenne, comme il existe une représentation de l'Union européenne à l'OMC. Je rappelle qu'il n'y a pas 27 États. Il y a une seule représentation de l'Union européenne qui représente 27 intérêts au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Pardon, excusez-moi, on est trop dans la cyclologie. L'Organisation mondiale du commerce, bien sûr. Moi, je pense que cette crise va obligatoirement faire avancer énormément de choses périphériques à la seule question de l'Ukraine ou de la Russie. Je crois que le système international est malade, et la preuve en est, c'est qu'on n'a aucune arme face à la Russie. Et ça, c'est dramatique, tragique et absolument horripilant d'en être... Horripilant, pardon. Pas horripilant, terrible. Et encore une fois, c'est pas... Mais gouverner, c'est prévoir, monsieur Dupuis. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter. On n'a pas su prévoir. C'est ce que j'allais rajouter, Christophe. Oui, vous avez parfaitement raison. On n'avait pas prévu l'invasion. La responsabilité, c'est de ne pas avoir anticipé... Les Américains. Mais oui, les Américains. Et même, ce qui se passe en Ukraine se passera ailleurs, dans d'autres cieux, Christophe l'a dit, à Taïwan. Qu'est-ce qu'on fait demain si Taïwan... s'il venait à la Chine l'idée de profiter de notre faiblesse pour envahir Taïwan? Il pourrait le faire en ce moment, parce que là, on serait bien... Très sincèrement, si j'étais machiavélique... Est-ce que c'est pas déjà programmé? Si j'étais c'est déjà programmé, mais si j'étais machiavélique, je le ferais maintenant. Ben oui. Bien sûr, il atomiserait toute existence même du principe de l'idée d'une communauté internationale. Oui, Christophe Roux, je vous laisse conclure sur le sujet et sur l'émission. Alors sur le sujet, je pense qu'on a presque tout dit. Il faut juste rappeler que pour en venir à la question de base pour ce troisième sujet, sur les conséquences que cela aura sur notre pays, sur les institutions aussi européennes. Je pense que là, on est là pour plus faire un constat de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Il y a plus de choses qui n'ont pas été, forcé de le constater, et qu'il serait peut-être temps de se mettre autour d'une table et de travailler à quelque chose de beaucoup plus impactant. Pour ce qui est du reste de l'émission, je pense qu'elle a été de bonne qualité, et ce qu'on peut peut-être éventuellement reprocher à beaucoup de médias aujourd'hui en France, c'est de parler d'une seule voix et de ne pas offrir, j'ai envie de dire, une ouverture d'esprit ou une lecture différente de ce que l'on peut entendre de l'aspect politique des choses. Je pense que le rôle d'un média, c'est aussi d'inviter sur leur plateau
des personnes comme Emmanuel Dupuis, et d'ailleurs c'est bien de le voir Patricia partout, et Patricia effectivement, et c'est bien de les voir dans tous les médias pour qu'ils apportent aussi un autre éclairage, une autre lecture de ce que l'on peut lire aujourd'hui, de ce que l'on peut regarder à la télé. Poutine est un méchant dictateur, c'est pas non plus un gentil, certes, mais il ne faut pas en faire de lui non plus le pire des monstres. Il y a forcément des explications à tout ce qui arrive aujourd'hui, et si tant est qu'on essaie ensemble de comprendre ce pourquoi nous en sommes arrivés là. Merci à vous pour la qualité de vos interventions. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.